c'est top. Alors, donc voilà, merci, Étienne. Moi, j'ai été heurtée par une vague de nostalgie, hier en regardant ma présentation parce que c'était vraiment, une année très agréable, genre en PSI, j'étais en M2 en 2015 et du coup, bah, je faisais le PSI, à Angers, après un master, de traitement, images et signaux à la fac de médecine de Rennes. Donc, actuellement, je suis, Senior Machine Learning Scientist, dans l'industrie pharmaceutique, donc chez Boehringer Ingelheim en Allemagne et depuis, 3 mois, je suis le lead de, Medical Imaging Department, dans le R&D de Boehringer Ingelheim. C'est le département de Computational Biology. Du coup, je vais commencer par l'éducation. Donc en fait, moi, j'ai fait la fac de médecine en Tunisie et en 2013, bah, j'ai fait un master en image processing à l'université de Rennes 1. Mais en fait, moi, j'étais dès le début orientée recherche et du coup, l'idée, c'est il me manquait un bagage, de physique, mathématiques, tout ce qui est traitement de signal et images, tout ce qui est les fondamentaux des maths parce que j'ai pas fait de préparatoire et du coup, c'est pour ça que je me suis orientée vers, le master, PSI à l'université d'Angers et à la fin de ça, bah, en fait, j'ai fait, une thèse de doctorat, qui était dédiée à l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale, dans le domaine de cancérologie spécifiquement. C'était une thèse entre, la Sorbonne Université, mais en fait, je suis partie à Singapour, pour 3 ans, pour faire la thèse dans le laboratoire, de recherche. C'est une entreprise en fait, le A-Star Agency, c'est l'agence nationale, de recherche en machine learning à Singapour. Donc, je vais essayer de vous parler des stages qui pourraient vous aider effectivement à vous orienter. Je vais plutôt parler de master PSI que j'ai fait du coup à Angers. En fait, mon premier stage, il était avec Étienne Belin, François Chapeau-Blondeau et David Rousseau à Lyon. Donc, c'était un stage avec le laboratoire Laris, Creatis, mais c'était dans le cadre de la betterave 2020, le projet Hacker. Et l'idée, c'était de mettre en place un nouveau système de biospeckle sur Angers qui permet la caractérisation des graines. Donc, on fait ceci permet la caractérisation de la semence d'une manière qualitative et quantitative. Et l'idée, c'était de mettre en place un système qui permet le couplage entre la lumière cohérente et la lumière incohérente. Donc, en fait, pourquoi j'ai choisi ce stage qui m'a été proposé par Étienne d'ailleurs, parce que il y avait toutes les applications de tous les trucs théoriques qu'on a vus dans le PSI, à noter le traitement des images qui m'intéressait énormément, le traitement de signal, tout ce qui est probabilité à étudier, et aussi il y avait une grande place de la mise en place de dispositifs. Donc, il y a de l'expérimentation, la préparation de dispositifs, et je trouvais que c'était plutôt un apprentissage complet. Après le stage d'Angers, je me suis déplacée à la Sorbonne où en fait j'avais fait une sorte de stage d'insertion qui était une préphase à la thèse de doctorat parce que la documentation et la préparation administrative entre la Sorbonne et Singapour elle allait prendre beaucoup de temps. Donc on a décidé avec le professeur Daniel Racociano de mettre en place ce stage de 6 mois pour préparer tous les prérequis en fait par rapport à la thèse. Donc, ce stage, il était dédié au traitement d'images aussi, mais cette fois, je suis revenue à mon domaine de base qui est en fait tout ce qui est détection de maladies et de diseases, surtout le cancer. Et je m'intéressais à un type d'acquisition qu'on appelle l'imagerie de fluorescence, avec une industrie qui s'appelle Zeiss. Et l'idée, c'est que avant les médecins, à cette époque, je dirais, ils faisaient tout ce type d'analyse et de diagnostic avec le microscope. Donc, pour voir ce qu'on appelle l'angiogenèse, qui est un processus de prolifération des vaisseaux sanguins dans les images, bah, en fait, ils restent toute la journée pour faire un diagnostic pour un seul patient. Et l'idée, c'était, est-ce qu'on arrive à avoir une sorte de systématisation d'un dispositif qui nous permet d'avoir l'acquisition et l'analyse de ces images. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une tumeur sur un spécimen, une souris.
Et du coup, ça permet d'avoir plusieurs, tout l'environnement de tout le micro-environment. À noter, le bleu, c'est les cellules, cancéreuses. En rouge, c'est, les zones apoptotiques, ça veut dire c'est des cellules mortes. Et en vert, c'est les vaisseaux sanguins, et du coup, on s'intéresse, plutôt à ces vaisseaux sanguins. Donc en fait, le dispositif, il permet d'avoir toutes les acquisitions avec les interférences, mais aussi il permet d'analyser séparément les différentes, components. Et du coup, ça, c'est l'analyse finale en utilisant des méthodes de Markov, des méthodes de probabilité jointe qui nous permettraient effectivement de trouver les corrélations entre les zones de cellules mortes suite à la prise de médicaments par ces souris. Et du coup, on effectue une comparaison entre le placebo du médicament et le traitement. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir si, en fait, en administrant ce médicament à ces souris, est-ce qu'on arrive à tuer des vaisseaux sanguins qui vont être la raison de générer d'autres zones tumorales chez le patient. Et du coup, ce que vous voyez ici, c'est le résultat de traitement d'image. Mais ici, je ne parle pas de machine learning, hein, c'est des méthodes de probabilité, comme j'ai expliqué. Et en fait, vous voyez ici qu'il y a moins de jeunes, ça veut dire qu'il y a moins de vaisseaux sanguins suite à l'administration de médicaments, ce qui n'est pas le cas ici. Vous voyez qu'il y a une concentration de cellules cancéreuses dans le placebo. Donc, en fait, après ce stage, comme j'ai dit que c'était une pré-insertion à la thèse de doctorat, on voulait vraiment avoir un panel complet d'une étude qualitative et quantitative sur cette vascularisation dans les tumeurs. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a ce monsieur Folkmaz qui a mis une hypothèse qui disait si on arrive à dormir les vaisseaux sanguins ou les mettre en shutdown, ben, en fait, on peut garder la tumeur dormante pendant longtemps. Et du coup, ça nous permet en fait de ne pas avoir plus d'apoptose, plus de zones nécrotiques sur la tumeur. Donc, l'idée de la thèse, c'était d'aller investiguer tous les types d'acquisitions qui peuvent être parfois hétérogènes et complexes et mettre en place un système, une nouvelle architecture de machine learning qui va combiner deux modèles courants, un modèle discriminatif, un modèle génératif, et les combiner dans un end-to-end machine learning pour voir quel est l'effet de l'administration d'un médicament qu'on appelle le pazopanib, qui devrait en fait théoriquement réduire les réseaux de vaisseaux sanguins dans les tumeurs. Je vais expliquer après c'est quoi la différence entre ces discriminatifs et génératifs. Donc en fait, c'est ça c'est le résumé de la thèse. Donc en fait, dans l'étude quantitative, c'était sur des souris, donc c'était la phase préclinique. Et on a utilisé des images de fluorescence que j'ai présentées précédemment. Pour les méthodes de traitement de signaux et images, c'était le Markov Random Field et le Watershed. Et en fait, l'idée, c'était de voir si en fait le médicament va avoir un effet sur le réseau directement, ce qu'on appelle les médicaments anti-angiogénèse. Et on voulait voir s'il y a d'autres affections de l'impact sur l'environnement microtumoral, par exemple d'autres types de cellules comme la graisse, comme la collagène et compagnie. L'étude qualitative, elle était menée sur des images beaucoup plus spécifiques au cancer, ce qu'on appelle les biopsies. Et en fait, ces images, elles sont très particulières parce que, en termes de volume, elles sont grandes. Ce sont des images pyramidales. Donc, en fait, il faut mettre en place un système d'analyse qui est un peu plus complexe et particulier. Donc, en fait, c'est pour ça on est arrivé à cette décision de combiner les deux dans cette architecture qu'on appelle le CNN, le Machine Learning MPP. Et le MPP, c'est un Based Knowledge Driven Model. C'est un système statistique Market Point Process, on appelle. Et du coup, l'idée, c'était de combiner les deux. Donc, aussi, il y avait une phase de mise en place expérimentale, mais cette fois, elle était dédiée seulement à la biopsie. Et l'idée, c'était, si on va utiliser du machine learning seulement, on a besoin de beaucoup de labels et d'annotations, ce qui n'était pas le cas parce qu'on n'avait pas beaucoup de data. Mais si en fait on utilise un rule-based knowledge comme le Active Contour, comme le MPP par exemple, on n'a pas besoin de beaucoup de data, mais ces méthodes ne sont pas effectives dans des imageries complexes comme l'histopathologie
Vous voyez ici, il y a des noyaux, il y a des zones de la graisse, il y a en fait des vaisseaux sanguins et du coup, c'est très complexe. L'idée, c'était de combiner les deux méthodes de learning, ce qu'on appelle discriminative et générative, dans ce modèle de CNN-MPP, où l'idée, c'était de générer plusieurs simulations qui sont définies par le shape de vaisseau sanguin. Et à partir de la définition d'une loss function dans le modèle, qui est traduite ici, en fait, avec le learning, on arrive à faire automatiquement une segmentation et une simulation de l'emplacement du vaisseau sanguin sur l'image. Donc, en fait, ça, c'était le résultat de la segmentation sur 2 exemples où, en fait, il y a des vaisseaux sanguins entourés par des, parce qu'il y a plusieurs scénarios aussi biologiques. Donc ça, c'est les vaisseaux sanguins, avec des noyaux, entourés par des noyaux et ça, c'est des vaisseaux sanguins entourés par des zones adipocyteuses et en fait, là, c'est la segmentation automatique. Donc, en fait, ça, ce qu'on voit directement sur le vaisseau sanguin et ça, c'est plutôt en fait le modèle statistiquement parlant, où ici, ça, c'est la simulation avant la segmentation. Et ce qu'on veut faire, c'est une meilleure détection avec le meilleur contraste de prédiction. Et en fait, ça, c'est le résultat du machine learning, où en fait, le machine learning, il effectue une régression linéaire automatique en se basant sur les informations de simulation qu'on gère au début. Donc après ma thèse de doctorat, bah, je suis rentrée en France, mais du coup, je suis pas restée en France. Donc l'idée, c'était, j'ai signé un contrat avec Owkin. C'est une start-up qui est dédiée à tout ce qui est machine learning pour le diagnostic du cancer et le pronostic du cancer. Donc en fait, j'avais le rôle de lead of translational team. Et du coup, la translational team, c'était son rôle, c'est de trouver le statement of work. En fait, c'est mettre en place des projets qui sont aux alentours de la prédiction du pronostic. Ça veut dire s'il y a un patient qui a un cancer, on va étudier tout en fait les statistiques derrière par rapport à la rechute, par rapport au relapse et combiner tous les modèles d'imagerie médicale avec les données génomiques et en fait mettre en place un end-to-end machine learning. Donc en fait, l'idée c'était, elle était aux alentours de la Biomarker Factory Owkin. Donc l'idée c'était la stratification des patients qui ont des cancers, mais de manière à ce qu'on a le meilleur traitement attribué au bon moment et à trouver le right approach et avec bien sûr un cost, genre un budget restreint pour arriver à trouver ces biomarqueurs qu'on peut en fait communiquer à l'industrie pharmaceutique pour la fabrication des médicaments. Donc en fait, durant mon travail au KIM qui a duré 2 ans, donc en fait, j'étais plutôt dans 3 pays différents. Donc en fait, j'étais à un moment à Londres, dans le King's College of London et le Francis Crick Institute, en fait, qui sont deux leads en fait dans le domaine de la tumeur heterogeneity. Et après, en fait, j'ai passé 2 mois entre l'Institut de Gustave Roussy et APHP de Paris, mais cette phase, elle était plutôt dédiée à ce qu'on appelle les biobanks, ça veut dire les data médicales, tout ce qui est données cliniques, en fait, qui doivent être corrélées à l'imagerie. Et à la fin, en fait, j'étais aux États-Unis dans le Mount Sinai et le MSKCC à New York. Et en fait, je suis rentrée juste 2 semaines avant la crise Covid en 2019. Et du coup, j'étais coincée de nouveau en France. Et du coup, bon, coincée géographiquement, mais du coup, on a décidé de focus tout le travail sur le laboratoire de recherche à Paris, où on a effectué tout type d'analyse qui concerne le relapse. C'est la probabilité d'apparition d'un cancer chez un patient qui est en cours de traitement. Et en fait, là, j'étais beaucoup plus dans tout ce qui est analyse de différents types de biopsies, à noter le H&E. Et l'idée, c'était de trouver, de faire une analyse sur le overall survival, ça veut dire la patiente, je parle de la patiente parce que c'était Didier cancer du sein spécifiquement. En fait, la patiente, elle va avoir un relapse sur combien de temps, quels sont en fait les paramètres ou les corrélations possibles dans ces données médicales et qui permettent d'avoir ce pronostic. Et il y avait une grosse partie de traitement d'image qui combinait fluorescence, antibody sequencing, histopathology sequencing.
Et du coup, bien sûr, tout ça, l'outil, c'était le machine learning. Donc, en fait, ça, c'était le dernier modèle que j'ai développé avec Hawking, qui a déjà été publié. Et en fait, ce modèle aussi, mon focus, il était sur le développement des modèles qui ne nécessitent pas beaucoup de labeling parce que c'est une tâche que personne ne veut faire dans le domaine, dans les hôpitaux. En fait, je parle des pathologistes. Et en fait, surtout quand on a des maladies qui sont rares ou des cancers qui sont rares, c'est très difficile de trouver assez de data pour avoir assez de signal pour le machine learning. Donc, et après ces 2 ans, bah, du coup, quand j'étais en train de prendre le portfolio de différentes pharma en Allemagne, bah, du coup, j'étais en contact avec, Boehringer Ingelheim, qui m'ont proposé, ce poste actuel de Lead of Medical Imaging and Research Scientist. Malheureusement, je peux pas discuter les détails de la recherche avec Boehringer Ingelheim, mais je peux vous parler généralement de ce qui se passe. Genre, en fait, l'idée, c'est que on a plusieurs biobanks. Quand je parle de biobanks, c'est des datas de patients, entre 40 000 patients à 100 000 patients dans le monde. Et sur ces patients, en fait, moi, mon travail, c'est de développer des machines learning adéquates, en fait, des modèles adéquats à différents types d'acquisition d'images. Donc, pour le moment, je suis focus sur l'histopathologie et sur l'IRM. Et on travaille surtout sur des nouveaux médicaments qui concernent les maladies pulmonaires et une maladie très particulière dans le foie qu'on appelle le NASH. Et du coup, cette maladie, elle concerne les gens qui étaient, c'est les gens qui ont un foie gras, mais qui n'est pas dû à l'alcool. Donc voilà, grosso modo, c'est cette maladie. Et Boehringer, en fait, ils sont les leads dans le marché sur tout ce qui est diabète, insuline et compagnie. Et ce qu'on est en train de faire, c'est que là, le travail de mon équipe, c'est de vraiment aller regarder dans toutes ces bases de données dans le monde pour trouver les biomarqueurs nécessaires, qu'on passe directement aux clinical trials pour développer ces médicaments. Donc, moi, ce que je voulais vraiment vous montrer par là, c'est que le PSI m'était très, très important dans le sens où le MA, il vous permet de savoir là où vous voulez vous orienter. Et en fait, je pense que, vous voyez, j'étais dans plusieurs laboratoires avec des modèles de travail différents, mais à chaque fois, il y avait un apprentissage de PSI qui ressortait parce que vous avez beaucoup d'apprentissage fondamental en termes de sciences, de physique et de maths. Et ce sont des choses qui ressortent dans les stages après, surtout pour les gens qui ont besoin de faire, qui veulent faire une thèse de doctorat. Donc, en fait, ce master, il m'était très, très important pour acquérir les compétences nécessaires dans ce sens. Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup.